Taki, they move. Vale. Allez, nous sommes de retour avec l'avant dernier match de cette journée. Vous voyez Yes. l'équipe de France, féminine qui va faire son deuxième match de la journée. On les a vus en début d'après-midi livrer une belle prestation, mais s'incliner au shootout. Là, c'est face à une équipe qui est assez intéressante, hein. On va avoir l'occasion de détailler les joueuses qui composent cet effectif en ma compagnie. On vient de le voir sur le terrain. Il a eu le temps de se sécher un peu, de passer un survêtement à Mikaï qui va commenter avec moi ces deux derniers matchs de la journée avec les deux équipes de France. Salut Mika, déjà, bienvenue bienvenue à mes côtés. Et on est sur la fin de la journée avec des équipes qui finalement paradoxalement ne sont pas plus fatiguées mais sont en train de trouver des automatismes. On en a eu l'illustration avec Paulin sur le match qu'il vient de disputer. Vraiment un beau match, l'équipe Draco face à Pegasus. Avant de revenir et de recoller au match, eh bien c'est ce qu'on était en train de dialoguer hors antenne. On a eu Jérôme Roland à mes côtés en début d'après-midi sur le match de l'équipe de France où on mettait en avant ce qui lui appartient, à savoir sa disponibilité, sa volonté de porter le projet du beach handball au sein de la fédération. Et toi, tu as été à ses côtés dans cette entreprise. Tout à fait, tout à fait. Mais ça fait maintenant quasiment 10 ans, ça doit faire 8 ou 9 ans que Jérôme m'a parlé du beach handball. Moi, j'étais quand même très impliqué dans le sandball, le sandball tour. Et Jérôme, lui, en parallèle, était entraîneur international, arbitre international de beach handball. Beach handball que je connaissais pas moi, hein. Quand on était sandballeur, le beach handball, c'était un peu l'antéchrist où il y a des coups, c'est pas fun. Donc on n'aimait pas trop ça. Et en fait, Jérôme m'a fait découvrir le sport. J'ai tout de suite adhéré et j'ai eu envie de pousser ça. Et c'est comme ça que j'ai essayé d'inscrire une équipe de France sur un championnat d'Europe. On m'a bien sûr dit que c'était la fédération qui devait inscrire une équipe et pas n'importe qui. Donc à partir de là, on a échangé avec Eric, avec Jean-Louis Guichard, Eric Quintin, et c'est eux qui ont monté le projet Beach Handball avec les élus de la Fédé et qui ont été porter le projet à la fédération qui a tout de suite adhéré, hein. C'est vrai qu'on a tout de suite mis des moyens, un premier stage en 2016, un championnat d'Europe très rapidement, et on a pu travailler correctement très vite. Bon, je pense qu'on en a déjà, vous en avez j'ai déjà en discuté, mais à la base, c'était plutôt avec des joueurs confirmés de salle. Et puis plus ça va, plus les équipes de France jeunes se développent, et plus on peut aller chercher dans ce vivier de jeunes beach handballeurs. D'autant plus maintenant avec la Coupe des territoires et ce qui se passe sur tout le territoire français. Et ça fait les équipes de France qu'on voit maintenant avec des joueurs de différentes horizons. Et tu le disais, on a l'équipe de France et voilà, la fédération s'est impliquée dans cette discipline en 2016. Et lorsqu'on voit finalement le chemin parcouru, finalement le déficit, hein, on l'évoquait avec Paul, avec Eric, le déficit qui peut exister par rapport aux nations comme la Croatie, comme l'Allemagne, et finalement il existe de par l'ancienneté. Et là, lorsqu'on voit finalement le chemin parcouru, les échelons, tout ce qui a été entrepris et réussi en si peu de temps, en un sens temps, bien, on peut se dire que on peut aller titiller les meilleures nations. Et justement, ce showcase d'aujourd'hui nous permet un peu de nous jauger. On rattrape le retard. Les joueurs, tu parles de la Croatie, les joueurs, ils jouent depuis qu'ils ont 10 ans, 12 ans. Ils ont ça dans le sang. Les entraîneurs connaissent ça depuis le début. Nous, on est encore au stade où les joueurs commencent de plus en plus tôt. Les entraîneurs sont pas encore complètement formés. Ça arrive, c'est de mieux en mieux. On voit sur la Coupe de France des territoires, notamment, beaucoup d'entraîneurs qui maintenant comprennent les systèmes, inventent des choses même. C'est super intéressant, c'est super enrichissant. Et petit à petit, on est en train de rattraper ce retard-là.
Et avec les infrastructures qu'on a, c'est avec ce superbe stade qu'ils ont fait maintenant à la Maison du Handball, avec Houlgat, avec Châteauroux. On a de quoi travailler maintenant toute l'année. Et si on arrive à faire mixer les plannings entre la salle et le beach handball, je pense qu'il y a de belles choses à faire. Et les résultats commencent à arriver. On l'a vu avec je sais pas comment on peut appeler ça, championnat d'Europe bis cet été où les deux équipes nationales ont ramené une médaille. C'est vraiment une première étape, un premier déblocage. Sans oublier la médaille d'argent, et ça c'est une vraie médaille des U16. Exactement. Donc on commence à gagner des choses. Il y a encore beaucoup de travail, mais on voit notamment sur ce showcase que on commence à rivaliser avec les meilleurs. Alors les équipes sélection, effectivement, elles se connaissent pas encore forcément, elles n'ont pas tous les automatismes, mais au beach handball ça va très vite quand même. Donc on peut dire que les performances des équipes de France sur ce showcase valent quelque chose et qu'on voit que le travail paye. Alors pour appréhender au mieux la discipline, pour supporter au mieux nos équipes de France, eh bien il faut bien sûr connaître les acteurs, les actrices et justement là on a les joueuses de l'équipe de France, les joueuses de Marion Limal là qui défilent. On a vu Laurine Perrault, on a vu Lali Brouillet, on a vu également la jeune Mathilde Hamelot, joueuse de 2007. Joueuse de 2007, on a deux jeunes joueuses ici, Esmeralda Almeida qui est de ton coin, Nicolas de Plan de Cuc. Hélène Falcon, qu'on avait connu en Ligue Butagaz Énergie avec Mérignac, avec Bourg de Péage notamment, qui évolue en D2F à Pessac. Tiens d'ailleurs un petit clin d'œil aussi à Pessac, coéquipière d'Enola Borg. On a eu l'occasion de vous proposer sur Handball TV les U20 d'Eric Barada, championne du monde cet été en Macédoine. Vraiment un big up à cette équipe que l'on félicite encore, vraiment une très belle génération et vraiment le handball français encore de belles heures devant lui. Et voilà, également on voit cette équipe, c'est l'illustration quand même de ce qu'on disait en introduction. C'est toutes ces joueuses là, Thaïs, Bigourou, Esmeralda, Lali, oui, c'est des filles qui viennent de l'équipe de France Jeune. Oui. Et Lali, pour ne citer qu'elle, fait du beach maintenant depuis 5 ou 6 ans. Elle a fait un championnat du monde avec les seniors, un championnat d'Europe avec les jeunes. Donc, on commence à avoir une vraie expérience de beach. Et qui était bien coéquipière lorsque Marion, qui avait refait les baskets, a ensuite pris la tangente du beach. Elles ont joué ensemble. Et voilà. Et donc on avait l'habitude, Paul qui était avec moi, qui va coacher l'équipe masculine juste après ce match là et l'adjoint de Marion et inversement, Marion sera l'adjointe de Paul sur le dernier match. Juste pour terminer un petit peu le parcours, du coup, toi, on sait que tu as été un joueur d'indoor, notamment du côté de Aix. Donc, tu t'es rapproché, tu viens de nous en parler du beach. Tu as pris un petit peu les distances en tout cas, parce qu'on sait que tu étais le prédécesseur de Paul. Oui, alors coach pour l'instant, j'ai pris beaucoup de plaisir pendant toutes ces années. Arrive un certain moment où, quand c'est pas ton travail d'être entraîneur de beach handball, alors Polo lui a fait le choix justement d'arrêter son travail pour faire ça à plein temps. Moi, c'était pas mon cas, donc j'ai changé de travail, j'ai perdu des jours de congé, donc tout ça c'était sur mes jours de congé. Donc il y a un moment où, si on veut faire, et ça va dans le sens de la performance, si on veut faire de la performance, il faut un entraîneur qui soit capable de s'investir à fond et tout le temps et arriver sur des stages avec des séances d'entraînement, un projet de jeu, etc. Et c'est quelque chose que je me sentais plus capable de faire et je sentais forcément que Polo lui était dans le bon mood pour faire ça. Mais c'est dans la continuité des choses. Puis ça faisait 8 ans. Les joueurs, il y a un moment aussi, il faut qu'ils voient autre chose, une autre façon de voir le beach. Et c'est comme ça qu'on grandit, en partageant les différentes expériences. Moi, j'ai grandi comme ça en allant jouer au Brésil, en Hollande, en Espagne, en Italie. Et maintenant, Apollo de prendre le flambeau et il le fait très bien avec les premières médailles de l'équipe de France. Et c'est parti avec un but. Ouais, ça commence plutôt bien avec cet entre-deux remporté par. Là, ouais, on va remettre le scoring. C'est 2-0 pour la France. On va être chaud jusqu'au bout. Et puis surtout, lorsque les 2 buts, voilà, pour les Françaises. Derrière la réplique avec le ballon qui va toucher la hanche d'Hélène Falcon. Mais ce but qui va être validé par Jimena Laguna, l'Espagnole. Ce qui est quand même très intéressant sur ce showcase, c'est de voir tous ces joueurs qui viennent de nations différentes. Ce sont les meilleurs dans leur nation respective.
Et ils ont tous une façon de jouer. Tout le monde ne joue pas pareil au beach handball. Et de les voir partager les expériences, je pense que ça va encore faire progresser le sport parce que chacun va revenir dans son pays avec des choses qu'il n'avait pas forcément en tête, des façons de jouer qui fonctionnent mieux que d'autres. Et je pense que tout ça, ça va dans le bon sens pour le sport, pour le beach handball en général. Ouais, ça corrobore ce que tu nous racontais, c'est que toi, tu y es allé un petit peu picorer un peu tout ce qui se faisait à droite, à gauche. Là, bien, tout est réuni sur un seul Exactement. event dans ce showcase. D'ailleurs, petit aparté, on sait que donc là, tu participes également à ce showcase. Là, tu es arrivé donc à appeler à la dernière minute pour jouer avec des joueurs, donc des Européens, des Sud-Américains. Qu'est-ce qui distinguerait finalement les deux types de beach? Alors, Pas les Sud-Américains, historiquement, plutôt le Brésil. Hein, c'est le Brésil quand même qui a dominé l'Amérique du Sud, pardon, pendant des années. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nations qui se développent, notamment l'Argentine, l'Uruguay, mais il y en a d'autres. Le championnat panaméricain est super intéressant et le championnat sud-américain également. Et historiquement, les Brésiliens jouent quand même beaucoup sur des kung-fu avec un spécialiste. Alors, vous l'avez vu, hein, le petit Bruninho qui rate rarement une passe et qui trouve toujours l'espace ouvert dans les airs pour ses coéquipiers. Et forcément, quand on a le ballon en l'air face au but, c'est plus simple que quand on doit aller faire un 360. Donc ça, c'est la spécificité brésilienne et sud-américaine parce que les Argentins jouent aussi un petit peu comme ça. Et après, on a le jeu à l'européenne avec les Hongrois, les Croates, les Espagnols, où on est vraiment dans un jeu beaucoup plus rapide et beaucoup plus sur les prises d'espace et les 360. Ouais, on l'a vu, hein, on l'a vu avec notamment un ailier spectaculaire hein, qui a eu dans ton équipe Diogo qui lui met puissance et vitesse. Et pour la petite histoire, quand on a commencé à Zagreb au premier championnat d'Europe en 2017, j'avais un peu envie de jouer comme les Brésiliens parce que c'était les meilleurs du monde. Donc début de championnat, j'avais donné comme consigne de jouer beaucoup de kung-fu. Et on s'est rendu compte que quand on n'est pas habitué à jouer au beach handball, la qualité de passe n'est pas au rendez-vous et on était vite revenu sur de la prise d'intervalle plus classique avec des 3-6, ce qui est quand même plus proche du handball en salle. Ouais, l'idée étant d'essayer de mixer les deux. Voilà, ce 360 et ce but de Nina Flocubert. Ouais, ça va très vite. Hein. Bon, si vous nous rejoignez vraiment en cours de route, hein, on va vous redistiller un petit peu les fondamentaux, le B.A.B.A. avec, oui, bien sûr, ces buts qui comptent 2 points, les 360, les kung-fu. Et également, vous saurez regarder et noter qu'il y a des changements attaque-défense. Et là, pour le coup, on remarque, le problème, c'est qu'on encaisse juste derrière côté français avec ce 360 de Rimena Laguna et finalement le ballon qui va être sauvé par Hélène Falcon. Ça joue très vite le beach, c'est pour ça que ça c'est une autre spécificité de certains pays. On en rigolait avec les Croates tout à l'heure en disant que quand il y a un Espagne-Portugal, en 2 minutes il se peut se passer beaucoup de choses. Quand c'est un Croatie-Danemark, ça va beaucoup moins vite. Et selon les spécificités des pays, il y a des pays qui jouent les contre-attaques vraiment très vite et c'est très spectaculaire et d'autres qui jouent un peu plus calmement. Ouais, bien joué. L'intervention d'Hélène Falcon sur cette tentative de chape de Gisela Bonomi, l'Argentine. J'imagine que vous avez déjà fait un petit peu l'histoire des joueuses, mais Gisela qui est de la génération qui avait fini championne olympique à Buenos Aires au JO de la jeunesse. Oui, on l'a évoqué, mais avec la coach Laetitia. C'est toujours bon de le rappeler, hein, parce que comme énoncé, hein, on a un temps d'antenne qui est assez vaste et vous venez sur Handball TV, hein, picorer un petit peu les matchs, vous familiariser avec la discipline et il n'y a rien de redondant. Hein. On est dans une logique didactique et de vulgarisation de la discipline. Et donc c'est les seuls champions olympiques puisque le sport n'est pas encore olympique. On espère qu'il pourra le devenir. Alors on sait d'ores et déjà qu'il ne le sera pas en 2028. La probabilité, elle est, en étant positif, elle est réelle pour 2032. Je pense que tout dépend de l'intensité que les fédérations vont mettre à discuter avec le comité international olympique pour promouvoir cette discipline. On a déjà essayé de se rapprocher des standards olympiques en faisant en sorte qu'il y ait moins de joueurs. Donc là, on le voit sur ce showcase, on est sur des équipes réduites à 8 joueurs. Alors c'est jouable, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment de joueurs pour jouer très bien au beach handball, mais ça ne permet pas d'avoir des blessés, dès qu'on a un carton rouge, ça oblige à avoir des stratégies, notamment de faire jouer une joueuse en attaque et en défense
ce qui aujourd'hui ne se fait plus du tout. Hein. Il y a une époque où on appelait la joueuse du fond la runneuse, c'est-à-dire qu'elle faisait l'attaque et la défense. Aujourd'hui, on a vu qu'avec l'intensité qu'il y a besoin de mettre dans une défense, on peut pas être performant et en attaque et en défense, c'est pas humain. Donc, oui, on voit là pour recoller avec le jeu. Oui, on voit que là, elle commence à piocher. Hein. Là, deuxième fois, Gisela Bonomi, deux échecs. La fatigue commence à se faire sentir et aux Françaises de savoir en profiter. On a eu Thaïs Vigouroux tout à l'heure qui avait trouvé la lucarne. Là, c'est avec un autre impact, avec l'aide des rebonds qui va lui être favorable. Et l'équipe de France qui revient à 16-14 après avoir été devancée par cette équipe de Vela. On est quand même très content de voir les équipes de France à ce niveau-là parce qu'on s'attendait contre les meilleurs joueurs du monde à pas réussir à vraiment exister. Et on voit que sur toutes les rencontres qu'elles font pour l'instant, que ce soit les filles ou les garçons, à part peut-être le premier set des garçons tout à l'heure, mais ils sont au contact, ils rivalisent, quoi. Donc il y a vraiment des progrès visibles. Ouais, et là, surtout, hein, face à cette équipe, là, on va vraiment devoir se confronter, hein, on va discuter avec Paul, hein, qui jugeait cette équipe Vela comme la plus complète. Et c'est vrai qu'on a les deux spécialistes de défense avec Amirstadt et Ryan Moll. Et pour le reste, offensivement, on a vraiment de la variété avec la spécialiste Renata City. On a vu Patricia Shepa. Là, même si le ballon va lui être trop long. Et là, c'est ce qu'on disait. Chiki, c'est une spécialiste hongroise et la Hongrie, historiquement, à l'époque où elles gagnaient quand même, parce qu'elles ont gagné des titres. Je crois qu'elles ont été championnes d'Europe à Lloret Delmar en 2015. C'était une équipe qui jouait beaucoup sur des rotations en attaque et ça finissait systématiquement par des 360. Elles jouaient pas du tout en kung-fu. Et donc là, au contact de joueuses comme l'ailière brésilienne, Patricia Chiappa, elle est obligée de s'adapter un petit peu et donc il y a un petit peu de déchets forcément. Allez, Thaïs Vigo encore. Ouais, bien. Elle a varié les impacts. C'est son troisième but. Donc 6 points à son actif, qui permet donc à l'équipe de France, à un petit peu plus de 2 minutes du terme de ce premier set, de revenir à égalité, 18 partout. On parlait de l'importance et des bienfaits de ce genre d'opposition pour nos équipes de France. Bien, ça se vérifie de les voir tenir comme ça la dragée haute face à ces équipes et ces joueuses de renommée mondiale. C'est ô combien bénéfique dans l'éclosion et la progression. Mais là, on a l'illustration parfaite, hein, de ce qui doit être fait pour qu'on progresse. C'est-à-dire que là, en attaque, il y a Nina, il y a Awen, il y a Thaïs. Tout ça, c'est des filles qui sont dans une région ou dans un club qui s'est investi dans le beach handball. Et toutes, elles jouent depuis 3 ou 4 ans, depuis qu'il existe la Coupe de France des territoires. Elles s'entraînent régulièrement en club. Et elles ont beaucoup de beach handball, quoi. Donc forcément, au bout d'un moment, quand on a beaucoup de joueuses plus on a des joueurs et joueuses qui jouent, et plus on a un vivier important, et forcément il va sortir des individualités de tous ces joueurs-là. Ouais, cette équipe de Bretagne qui avait remporté les 2 premières éditions de la Coupe de France des territoires et qui a été battue là fin juin face à la Normandie. Alors c'est vrai qu'on avait Emma Viogne qui évoluait avec la Bretagne, qui a changé de camp, qui est revenue pour des raisons professionnelles dans sa Normandie natale et qui a battu ses anciennes coéquipières. Voilà, c'était pour le clin d'œil pour la Normandie chère à Nico Marais. Et un petit clin d'œil aussi à Claudio de la région PACA, qui bien sûr, lui aussi, travaille vraiment beaucoup et qui fait en sorte que des filles comme Esmeralda, comme Thaïs aient beaucoup de pratique, et ce qui permet après à l'équipe de France d'en profiter. Ouais, ce penalty transformé par Awen Follet, également joueuse de Bretagne, du BBH, ancienne et qui sera à Octeville la saison prochaine. Et les Françaises qui sont revenues et qui ont même la balle de lead, ce ballon qui vit bien, et l'intervention décisive de Magdalani Kepessidou, la gardienne grecque, mais le ballon sera toujours propriété des Françaises avec Nina Floch-Hubert, petit 3-6 et le lob, ça passe 22-20. Et la parade, le ballon il a été touché par Hélène Falcon. Elle avait été décisive dans le match précédent en sortant deux arrêts monstrueux en fin de premier set. Et là, on a sensiblement bis repetita, même si tout à l'heure c'était sous la pluie. Ouais, donc, et là, il y avait un petit peu moins de prestige, mais là, la pluie s'est arrêtée, les ballons sont praticables, donc ces arrêts sont vraiment des beaux arrêts et des arrêts importants. Ah ouais, parce que là, il y a
+2, temps mort posé, 9 secondes à jouer et ballon dans nos mains. Donc non, vraiment, là, on est en passe de remporter ce premier set. En tout cas, les éléments sont en notre faveur. Ça fait partie des éléments, ce jeu de fin de set où il faut marquer un point. On essaie de marquer à 2 points tout le long du set. Et à la fin, il faut switcher et se mettre dans la position de joueur de salle pour aller prendre les intervalles forts et libérer. Et ça, c'est quelque chose sur lequel, au début du beach handball en France, on avait du mal. Et plus ça va, et plus on arrive à être performant dans ces phases de jeu. Et c'est du travail, hein, notamment à l'entraînement. Quand on commence le beach handball, qu'on s'entraîne, on ne pense pas à essayer de travailler le tir à un point. Et c'est quelque chose qui est fondamental, comme le jeu à 1 de plus, à 2 de plus quand il y a une défenseuse qui prend une sanction. Ouais, le ballon intérieur Bien pour joué. Loïc Perrault. Oh. Ouais, elle a pas voulu switcher, c'est le contre-exemple par excellence. On a Paul qui est juste devant nous, qui a écouté ta tirade et lui a dit dans le nez. Hein. en tout cas, c'est un C'est voilà. pour ça que c'est eux C'est pour l'école de le l'équipe show. de France. Non, c'est pour le spectacle. C'est vrai qu'un point suffisait. Qui peut plus peut mieux avec, je sais plus l'expression, mais en tout cas, ça fait 2 points de plus avec ce 3-6 de Laurine Perrault, 24 à 20 et un premier set remporté par cette équipe de France qui a bien mené la marque finalement. Elle n'a pas maîtrisé de bout en bout ce set, mais elle a bien terminé sur les 4-5 dernières minutes. Tout à fait. Elles ont pas forcément. Elles ont été au contact tout le match et c'est contre des équipes qui sont soi-disant plus fortes que nous. C'est ce qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'il faut réussir à rester dans le match et sur les derniers moments, avec un arrêt de gardien, avec des finitions plutôt correctes, on se retrouve à passer devant et même quand on a les meilleurs joueurs mondiaux en face, quand on a la gardienne qui fait des arrêts et qu'on met au fond, on peut pas revenir. Hein. Et voilà, 24 à 20. Allez, dans moins de 4 minutes, on se retrouve. Les joueuses vont souffler un peu, nous par la même. Et on revient pour ce deuxième set qui s'annonce palpitant entre l'équipe de France et la Team Vela. À tout de suite. Et vous inscrivez votre mail et vous recevrez toutes les actualités et les news sur votre boîte mail. On remercie Handball TV également qui est présent aujourd'hui. Handball TV, c'est la plateforme vidéo de tous les handball. Retrouvez chaque semaine les lives de vos équipes favorites de Ligue féminine de handball et de Ligue nationale de handball. Les plus belles compétitions de vos équipes de France A, de vos équipes de France Beach et de vos équipes de France Jeunes. Mais aussi des insights, reportages, matchs de légende, replay et bien plus encore. Plongez au cœur du handball professionnel français avec Handball TV disponible sur www.handballtv.fr. Et puis on peut applaudir très fort notre serpillero Lucas qui brave les nuages pour ratisser le terrain avec Greg également, le serpillero. Et pour remettre le terrain, eh bien, on est là avant le deuxième set qui va commencer dans 3 minutes. Face aux violences, Bon collectif. Gagner. c'est savoir dire stop. Face au racisme, Bizutage. d'incivilité, Restons soudés. Face au harcèlement, Violence sexuelle, face au comportement LGBT-phobe, gagner, c'est libérer la parole. Tous unis. Face aux violences.
Allez, nous sommes de retour au sortir de ce premier set remporté par l'équipe de France féminine face à la Team Vela. Vraiment très satisfaisant la production de cette équipe de France, de ces équipes de France même, hein, puisque les filles se sont inclinées au shootout sur leur premier match en début d'après-midi. Les garçons ont remporté leur premier match, c'était face à ton équipe, Mika. Et là, on a un premier set de qualité qui n'a pas été maîtrisé de bout en bout, mais qui a montré, qui a mis en exergue ses facultés de résilience, parce qu'à un moment donné, ils étaient un petit peu dans le creux, ils ne trouvaient pas la solution. Il y avait une adresse assez insolente de l'adversaire. Et finalement, la défense a remis un tour de vis. Hélène Falcon a fait des arrêts qui ont remis un petit peu tout le monde d'aplomb. Et elles ont su marquer les buts avec Thaïs Vigourou, avec Nina Floch-Hubert. Et bref, 24 à 20 lors du premier set, mais tu le sais mieux que quiconque, Mika. On peut gagner le premier set. Maintenant, les compteurs sont remis à zéro et il faut mettre le même degré d'intensité et d'application 5 minutes après avoir remporté le premier set. Ce qui est à noter sur la première mi-temps et ce sur quoi on doit progresser, et c'est le cas, c'est le nombre de ballons consommés et consommés de la bonne façon. C'est-à-dire qu'on a eu très peu de pertes de balles. À chaque fois qu'elles ont raté un shoot, mais elles n'ont pas jeté un ballon en touche, donné un mauvais ballon à la pivot. Donc ça, c'est des petits détails. Le fait de ne pas perdre de ballon sur une mi-temps, comme celui-là par exemple, Oui. ça c'est des trucs qui font mal. C'est-à-dire que quand on n'arrive pas à avoir des situations de shoot ouvertes, et en plus maintenant on a des joueuses qui sont capables de mettre les buts dans toutes les situations ouvertes, donc quand on arrive à avoir à chaque attaque une situation ouverte, et ben forcément sur la fin du set on est au contact. Là, il faudra effectivement gommer ces petites scories. Ben ça, les relances de gardienne, Ouais. les relances de gardienne ratées, ça c'est, on peut en faire une dans un set. Si on en fait deux, ça c'est quasiment déjà la mort d'un set, quoi. On a vu déjà sur le premier but inscrit en début de deuxième set, inscrit par Jimena Laguna, beaucoup de détermination. Elles ont été piquées par ce premier set perdu, les joueuses de Vela, et on voit très vite que tout le monde se met au diapason, au scoring, en défense, la gardienne Kepe Sidou. Il va falloir être solide, parce que là on le sent, une équipe de Vela revancharde avec Amerstad, la défenseur norvégienne. Ouais, mais Nina, elle va avec de l'intensité, elle va chercher le contact. On rappelle, au beach handball, c'est au défenseur d'éviter le contact. Donc, si elle va chercher le contact dans les airs, et elle peut se donner la possibilité de rater le shoot, il y aura toujours un penalty derrière. Donc, c'est à la défenseuse d'anticiper par rapport à la course de l'attaquante pour se positionner bien en l'air pour pas toucher la joueuse attaquante. Awen Follet pour marquer les deux premiers points de son équipe. Oui, c'est au forceps, mais ça passe. Le ballon a été touché par Magdalani et Pessidou. Ça fait 6-2. Elles ont un peu changé leur tactique offensive. Là, on voit que la pivot vient chercher le ballon à l'extérieur et c'est plutôt sur la fin de montée de balle. Voilà. Non, ça continue. Elle va chercher le ballon haut et après elle demande en pivot, ce qui doit ouvrir l'aile gauche normalement. Mais finalement, on va rejouer à l'intérieur avec Gisela Bonomi qui avait eu des difficultés à finir en fin de premier set. Là, marque 2 points supplémentaires, 8-2. Thaïs Vigo. Encore une fois, la défense qui est à la faute. Cette fois-ci, c'est Ryan Moll. On va retrouver une nouvelle fois. Avez-vous parlé des coachs un petit peu? Non, ça bien. Voilà, on a balayé tout un spectre et c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'effectivement, on a dans tous les étages les joueuses, les arbitres, les délégués, tout ce qui se fait de mieux, mais également sur les bancs. Il y a quand même beaucoup de coachs de très haut niveau. Là, Maria Carantoni qui a gagné un championnat du monde avec l'équipe de Grèce. Je ne me rappelle plus l'année. Je crois que c'était à Sochi, il me semble.
Et Mladen, qui est l'entraîneur de la Croatie depuis maintenant, je dirais bien 4 ans. Donc Et l'équipe qui- championne du monde en titre. Exactement. Alors je crois que Mladen n'a pas encore gagné de championnat d'Europe. Ils en ont gagné les Croates, mais ça fait un petit moment là qu'ils passent à côté. Notamment l'année dernière où il manquait Lucian Boura, qu'on a Ouais. vu dans l'équipe Draco, qui est quand même un des meilleurs joueurs au monde. Et bah, c'est des gens qui font avancer le beach handball. On a des discussions intéressantes sur comment il faut jouer, qu'est-ce qui est important. Mladen, il a une vision du beach handball où pour lui, c'est tout sur la défense. C'est-à-dire qu'il a des joueurs exceptionnels qui pourraient jouer en attaque, mais il décide de les mettre en défense parce que c'est les meilleurs défenseurs. Et après, on voit ce qui se passe en attaque. Après, c'est un peu des choix de riches. Hein. Quand on peut se permettre ça, ça veut dire qu'en attaque, quand même, on a du monde pour faire le job. Ouais, c'est vrai qu'on a vu là, on a 3 Croates sur le plateau. Ivan du week-end. Juric, qui pour moi peut être considéré comme le meilleur joueur du monde de tous les temps, avec peut-être Bruno, mais Juric est plus complet. Ouais. Juric, il a joué longtemps à l'aile gauche, il peut jouer pivot, c'est un des meilleurs défenseurs au monde aujourd'hui. On verra Demencic là contre l'équipe de France tout à l'heure. Thomas qui a fini meilleur MVP du mondial. MVP du mondial parce que il y avait le meilleur spécialiste, c'était Martin Vilsrud qui joue avec le Draco et Dumancic, il jouait plutôt, on l'a vu au milieu, on appelle ça fake spécialiste, faux spécialiste. Il joue au milieu mais sans le chasuble. Il a joué tout le mondial comme ça. Et c'est lui qui tient l'équipe en attaque avec des choix comme Bruno, avec des choix toujours pertinents et qui permet à son équipe d'avoir systématiquement des tirs ouverts. Ah, là, c'est plus compliqué pour l'équipe de France avec cette fameuse charnière avec Amerstadt et Cyrian Moll qui est venu contrer Laurine Perrault. Ah, tu parlais de Demencic, oui, ça fait partie de ces joueurs qui évoluent en indoor et qui ont embrassé cette carrière entre guillemets de beach handball, lui qui a été joueur de Nexé, me semble-t-il, en Croatie. Il a joué un peu aux Émirats Arabes Unis aussi. Et donc la transition tout trouvée, c'est là où je voulais venir te chercher. Alors il a amorcé un petit peu le sujet, Eric Quintin, bien sûr, en faisant passer des messages utiles aux clubs qui sont un petit peu frileux parfois à libérer leurs joueurs, alors qu'en fait, un joueur d'indoor peut se servir de ses qualités sur le sable et ensuite, lorsque le joueur de beach libéré revient en indoor, bien il peut se servir de tout cela. Bref, il y a des avantages. Il y a énormément d'avantages. Il y a énormément d'avantages. On n'en parle pas assez. On n'a pas encore suffisamment d'études. Il y a les Allemands qui sont en train de travailler sur une étude, notamment sur le fait que de jouer au beach handball pendant l'été permet de réduire les blessures à long terme. Aujourd'hui, nous, ce qu'on nous oppose, les clubs, c'est non, je veux pas que les joueurs viennent parce que après ils vont se blesser, ils vont être trop fatigués, ils n'ont pas eu de récup pendant l'été. Alors, certes, si on leur fait faire la prépa complète alors qu'ils ont joué tout l'été dans le sable, c'est sûr qu'ils vont être plus fatigués. Mais si on est intelligent, qu'on gère ça correctement, leur temps de récupération, tout en restant avec leurs coéquipiers, même peut-être en aménageant un petit peu leur temps de travail, leur temps d'effort, sortir d'une saison de beach handball, il n'y a pas un joueur qui va te dire je suis pas en forme. On sort d'une saison de beach handball, la prépa, elle passe facilement. La piste, il n'y a pas de problème. Et donc ça, c'est un sujet qu'on va mettre sur la table avec des études. Oui, parce qu'à terme, si on veut que l'équipe de France tutoie un petit peu les meilleurs, bien sûr qu'il faut avoir des infrastructures, travailler plus et aussi quand même avoir ces top players pour apporter le. Si tant est qu'ils s'investissent et qu'ils ne fassent pas que jouer sur les stages équipe de France, parce que on m'enlèvera pas de la tête qu'il faut jouer beaucoup. Ouais. Même si on est plus en forme physiquement, plus dans la capacité d'apprendre les choses. Il y a les spécificités, bien sûr, liées à la discipline. Bon, en attendant, vous le voyez avec le score, c'est beaucoup moins heureux comme ce tir de Laurine Perrault, mais c'est vrai que même lorsque les Françaises avaient réussi à trouver la clé offensive, elles encaissaient des buts derrière. Un peu moins fluide, elles se retrouvent dans des situations, le ballon circule un petit peu moins bien, elles se retrouvent dans des situations plus fermées et avec des joueuses qui ont ce niveau d'offensif et de bloc. Avec Patricia Chepa, la brésilienne qui allait chercher en haute altitude ce kung-fu, 22 à 8, ça va être très compliqué. Alors ça, on en a déjà parlé, puis on en a eu
On y a eu droit à bon nombre de séances de shoot-out depuis le début. Bien joué là, le poteau rentrant de Thaïs Vigoro. Bon retour d'Alien Falcon là, avec cette tentative de cage à cage. On pourrait, alors je vais pas dire on devrait, on va y croire encore, mais on pourrait avoir droit avec une victoire dans ce deuxième set de la team Vela. Et donc, un set partout serait synonyme de shoot-out, même si on n'y est pas encore. Alors, bon, il faut marquer 5 fois sans encaisser. Ça relève de la prouesse, hein, véritablement. Mais donc, on aurait l'équipe de France encore en shoot-out, comme ça a été le cas tout à l'heure. Mais comme on est dans une logique, non pas de compétition, mais surtout d'apprentissage à tous les niveaux, et donc à Et de démonstration. Et de démonstration déjà. Alors là, voilà, forcément, moins de pluie, plus de monde dans les tribunes, donc ça c'est bien. Et puis surtout aussi de gagner en lucidité dans ces moments de money time. Alors que là, on ne peut plus dans le money time lors des shootouts. C'est le coup près. Et même si on a envie de gagner 2-0 tout le temps, travailler les shootouts contre des joueurs et des joueuses de ce calibre-là, c'est toujours super intéressant. Quand même. Ouais, bien joué l'extra pass. Ouais, ça, c'est une action de highlight. Hein. On lance pour le Kung Fu. Finalement, le ballon est remisé pour une joueuse mieux placée, la spécialiste en l'occurrence Renata Chiki, voilà. Prononciation armoise. Ouais, n'a pas fonctionné. Ça la titillait depuis un petit moment. À Magdalani Kepesidou à 2 reprises. Hein, c'est velléité de tirer cage à cage n'a pas fonctionné. C'est chose faite ici. Et donc pour terminer sur les avantages, qu'on n'avait pas tout à fait terminé, j'ai insisté un petit peu sur les blessures, mais ça sera approuvé par des études qu'on pourra mener. Après, dans le jeu en lui-même, il y a quand même vraiment des choses à prendre. Il y a des choses à prendre physiquement. Ça, pour le coup, on a fait des études il y a 4-5 ans sur un groupe de joueurs qui fait toute la saison de beach handball, 1 à 2 cm de détente sèche moyenne prise dans l'été et 1 à 2% de masse grasse en moins. Donc c'est quand même significatif. Et après, il y a tout ce qui est technico-tactique, c'est-à-dire que la gestion des supériorités numériques. La gestion des supériorités numériques, la prise d'intervalle, en défense, jouer à 1 de moins systématiquement, c'est de plus en plus important aujourd'hui dans le handball moderne. On a quand même ce système de jeu à 7 de plus en plus et cette capacité à être à la fois sur un joueur, d'essayer de dissuader des passes, d'essayer de faire croire à l'adversaire qu'on va quelque part pour être ailleurs. C'est quand même tout un tas de choses qui sont mises en exergue de manière d'autant plus importante dans le beach parce qu'on joue à moins, qu'il y a beaucoup de joueurs, qu'on joue beaucoup. Donc c'est vraiment des choses pour travailler. Et après le spécialiste, mais ça c'est plutôt pour les joueurs qui jouent demi-centre en salle, c'est la vision de jeu, faire le bon choix au bon moment, lâcher les ballons dans les bons timings, c'est hyper intéressant. Et ensuite, on peut ajouter un aspect moins tangible, celui du mental. Et là, il va en falloir pour les joueuses de l'équipe de France, qui avaient remporté le premier set. Ça a été plus compliqué dans le second. Et donc, un set partout. La résilience sur une compétition. Je crois que c'est la chose la plus dure que j'ai eu à apprendre au beach handball. C'est-à-dire que dans une même journée, tu peux perdre ton quart de finale et avoir à jouer un match de classement derrière pour aller chercher un champion du monde, par exemple. Et tu as perdu le matin et il faut que tu te remettes tout de suite dans un mood de compétition et d'aller gagner. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile. Et ça s'apprend sur le long terme. Hein. Mais on le voit là depuis le début de la journée. On l'a dit, on l'a répété dans un showcase, dans une démonstration. Mais pour autant, ça reste des compétiteurs, compétitrices qui ont cette sainte horreur de perdre. Et là, on l'a bien vu, hein, elles l'ont vu un peu à leur dépens nos Françaises, parce que au sortir du premier set perdu, on a vu les joueuses de cette équipe Vela revenir avec beaucoup de hargne et de détermination, ce qui leur a donc permis de remporter ce deuxième set et donc de disputer ces shootouts. Ça va commencer tout de suite avec une défenseuse, avec Ella. Mais les jeunes Françaises sont quand même de plus en plus habituées à ça et elles commencent à avoir les bonnes techniques pour l'éviter. Avec Laurine Perrault, bien joué, qui a réussi à se désaxer. Elle a longtemps en l'air pour que le compte soit obligé de suivre le bras et au dernier moment elle a désaxé. C'est vraiment une technique parfaite pour le coup là.
Ouais, Laurine Perrault, elle aussi issue du handball indoor, formée à Neptune de Nantes, qui évolue dans la région là, à Noisy. Allez, ça fait 2-0 pour l'équipe de France qui a converti son premier shootout. Là, on va retrouver l'une des valeurs sûres de la discipline, Line Christensen, la danoise, face à Hélène Falcon. Christensen, elle a explosé à 6 mètres, comme on dit dans le handball traditionnel. Le ballon a été touché, c'est insuffisant. Ça fait 2 partout. Évidemment, avant le shootout suivant, passage par la case essuyage de ballon par Marion. C'est Nina Floch-Hubert. Ça change vraiment qui va beaucoup se de choses quand même de présenter. jouer avec un ballon sec et un ballon mouillé. Ça fait partie aussi des spécificités du beach. Il faut savoir s'adapter à un ballon humide. Allez, Hélène Falcon face à la gardienne grecque. La main ferme. La main ferme de la gardienne grecque Magdalani Kepessidou. Elle est quand même coutumière du fait, hein, cette gardienne. C'est Ouais. rare qu'elle passe un shootout entier sans arrêter au moins un tir. Ah ouais, elle explose. Parade en étoile face à Et la Bretonne. il faut comprendre que c'est quand même très dur de voir la gardienne puisqu'on a cette rotation. Donc on est au moment où la gardienne entame sa parade, on est de dos. Et notamment filles parce que alors sans être les filles c'est quand même saute moins haut. Ouais. Les garçons ont le temps de tourner, parfois regarder en l'air. Les filles, elles ont besoin de tirer très vite. Allez, Lali Brouillet. Ouais, il y avait une option qui avait été prise, mais elle avait rapidement pris le meilleur en vivacité. Jimena Laguna qui lui avait ouvert la cage pour transformer. Ça fait 4-2 avec un shootout de moins pour Vela. Alors, les supporters, on va la Allez, on va retrouver Thaïs Bigourou qui a été performante durant cette partie. Important pour rester dedans. Elle était un petit peu plus en échec sur la deuxième. Ouh là là, les arbitres sont gentils. Allez, Thaïs Vigourou, le ballon, Ça avait mal commencé. un petit peu trop. Ouais, c'est vrai que dès le début, Je me sens un petit peu moins seul. ouais, on a eu. Bon, alors après, à ta décharge, la pluie était excessivement plus battante à ce moment-là. Je vais pas mettre ça sur le dos de la pluie, ça a tapé le bout des doigts. Je suis honnête. Ok, c'est bien. L'équipe Essinou pour Bonomi. Ah, elle est venue essayer de contrer la Librouillet, ça va passer au-dessus. Cette technique de sortir a été vraiment beaucoup utilisée depuis 3-4 ans et on voit que les joueurs et joueuses se sont vraiment adaptés. C'est-à-dire que les joueurs de top niveau maintenant ont vraiment la technique qui fait que si on sort et qu'on n'est pas exactement dans le bon timing, on n'arrive pas à contrer le ballon. Au début, on allait tout le temps essayer de chercher, dépasser la joueuse, on se faisait contrer. Là, maintenant, elle reste loin, elle tire dans le but directement. Pas très compliqué. Voilà, ça, c'est ce qu'on fait. Et Elle avec est bien de là, restée droite. bien joué, bien joué. Elle est restée équilibrée, Mathilde, pour marquer. Ça fait 6-4 pour la team Vela, hein, qui a quand même deux shoot-out d'avance. Et même autrement dit, si celui-ci est converti, ce serait la victoire Ça va de la tirer team Vela. On va terminer avec Patricia Tchepa, la brésilienne. Et donc là, souvent, quand c'est un tir à un point, on met tout sur le gardien. Tous nos espoirs sur le gardien. Ouais, effectivement, là, elle va pas tenter le 3-6. Oh, Eh bien voilà, eh bien, les espoirs étaient justifiés. Il y avait peut-être un petit marché. Elle a reçu le ballon. J'ai l'impression qu'elle a fait un ou deux pas à la réception. Mais bon, à vitesse réelle, c'est très compliqué. Et les arbitres ont quand même pour consigne de laisser jouer s'ils sont pas vraiment sûrs à 100%. Bon, elle aurait quand même pu aller checker à Hélène, tel que le veut la tradition. Hein. Elle était. Des fois, quand on rate, on pense à autre chose. Eh bien voilà, allez, un sursis. Ils auront encore une possibilité de marquer un point si je dis pas des. Oui. C'est ça. Avec déjà il faut que Kawen Follet
marque sa tentative. Ce sera le cas. Ce sera le cas. Allez, il faut une autre prouesse, une autre performance d'Hélène Falcon. Potentiellement, hein, si on adopte cette stratégie, ce sera le cas. Ah ouais, visiblement. tu était quand même la révélation, je trouve, de ce dernier Euro féminin. Là. Elle travaille depuis longtemps avec la Bretagne et sur ce championnat d'Europe, elle a été utilisée spécialiste, spécialiste au milieu sans le chasuble, avec le chasuble, à l'aile gauche aussi, et rarement en échec. Elle a vraiment été, c'est vraiment un futur espoir quand même. Allez, Chiki pour la balle de match. Qui Ouais. rate rarement ce genre de choses. Ouais, là c'est un tir à un point et l'équipe de France a été valeureuse, a remporté le premier set, s'est inclinée dans le deuxième et PR va être son deuxième match de la journée au shootout. Il n'y a pas à rougir mais des enseignements en tiré, Mika. Des enseignements à tirer, c'est réussir à. Alors c'est très dur hein, au départ quand on démarre dans le beach handball, mais gagner le premier set et tout de suite se remobiliser sur le deuxième, c'est quand même souvent quand on joue des équipes, en plus des équipes réputées plus fortes, que quand on gagne un set, on a tendance à se démobiliser un petit peu sur le deuxième. Mais le shootout, c'est quand même quelque chose de très aléatoire. Et si on veut gagner des matchs à coup sûr, il faut réussir à gagner 2-7-0. Et souvent, contre des équipes réputées plus fortes, on va chercher un set et on espère gagner au shootout, souvent. Ouais. Mais c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Cette capacité à revenir dans le second set. Elles ont fait un très bon premier set, avec beaucoup de qualité dans les relations entre les joueuses en attaque. Et sur le deuxième, on l'a pas retrouvé. On n'a pas retrouvé la même fluidité dans les transmissions de balles. C'est un petit peu dommage, mais on va prendre le meilleur de ce match-là. Et je crois qu'elles ont pris un premier set aussi sur le premier Oui, match. oui, Ouais, à donc, chaque fois. non, mais Le même scénario s'est répété. gagner un set contre ces équipes à chaque fois, c'est quand même une forme de continuité. Dernier mot, Nicolas. Donc justement, on a eu l'équipe de France qui a fait ces deux matchs, qui a perdu 2 fois au shootout. Est-ce que dans les qui était entraîneur des garçons, dans les séquences, dans les stages, on a des comme on va dire au foot, à la fin de l'entraînement, on fait des pénalties, on s'entraîne spécifiquement pour les shootout. Au début, on le faisait assez peu. On faisait 10 minutes en fin de séance, on faisait 2 shootouts. Les 2 dernières années où j'ai entraîné l'équipe de France, ou les 3 dernières années, on faisait quasiment 20 à 30 minutes sur des shootouts, avec les différents types de shootouts, avec la spécificité du joueur qui sort, avec la spécificité du gardien dans le but. Et toutes les équipes de très haut niveau passent énormément de temps au shootout, puisque quand on joue les meilleures places au plus haut niveau, on gagne rarement 2-0. Ouais, c'est on a sorti la stat tout à l'heure, Eric, on est à plus de 50%, 60 et même 75. Oui, je pense que si on regarde les phases finales, sur les demi et les finales, il y a rarement des victoires de 0, à part quand il y a des équipes un peu dominantes comme la Croatie et l'Allemagne. Mais si on regarde les derniers mondiaux et les derniers euros, je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui se sont joués au shootout. Allez, en attendant, devant vos yeux, vous avez l'équipe de France masculine qui va disputer le dernier match de la journée, de cette belle et longue journée où on vous aura proposé pas moins de 8 matchs sur les antennes d'Handball TV. Le dernier match. Bon, t'as beaucoup marqué aujourd'hui. Dans ce match, on a vu que sur le premier set, vous étiez en maîtrise, même si ça s'est joué de peu. Plus compliqué sur le deuxième, c'est quoi? T'as senti, toi, peut-être que physiquement, c'est plus dur parce que le beach handball, ça va très vite, c'est 2 fois 10 minutes, mais c'est hyper physique, hyper intense. Ouais, évidemment, ça fait le deuxième match de l'après-midi, donc forcément, on a enchaîné donc un peu de fatigue sur le deuxième set. On a été plus en échec sur nos tirs aussi au deuxième set, alors qu'au premier, on les a presque tous mis, donc forcément ça joue. Mais la fatigue et enfin l'équipe adverse est forcément très très forte aussi, donc évidemment c'est plus dur. Je me demandais comment on choisit un joueur spécifique, une joueuse spécifique. Tu as été cette joueuse aujourd'hui. Est-ce que ça tourne? Est-ce qu'il y en a quand même une? J'imagine quand même que c'est régulier. On essaye d'installer tactiquement ou en tout cas de mettre des automatismes. Comment ça choisit? T'es pas entraîneur, mais peut-être que du coup tu sais un petit peu toi qui l'est. Comment on choisit une joueuse spécifique que tu es en l'occurrence? Spécialiste, pardon. On dit comme ça, spécialiste. Bah voilà, je fais l'erreur en direct. Spécialiste, pardon. Ça dépend. C'est une joueuse qui normalement doit mettre le jeu en place, annoncer et tout ça.
Donc après, c'est à l'entraînement, on voit celles qui sont efficaces à un point ou qui arrivent bien à lâcher du ballon. Ça dépend, vraiment, ça peut tourner. Toutes les joueuses ici peuvent jouer spécialistes. Moi, c'est un peu plus mon poste, donc j'y suis un peu plus, mais on peut jouer franchement, on peut jouer tous les postes toutes. Et en parlant un petit peu plus personnellement de toi, c'est quoi ton rapport avec le beach handball sur une année, sur une saison, avec le handball classique? Est-ce que tu joues en club à côté? Comment ça se passe pour toi? Et puis comment ça se passe pour la plupart des joueuses? Alors pour cumuler les deux sports, parce que forcément, la plupart on fait du handball à côté. Bah moi je suis dans le club là où cette année je suis à Octeville et bah du coup je joue dans le club et quand il y a les périodes un peu internationales, un peu comme le handball, et ben on est libéré par le club et on va avec notre équipe nationale de beach. Et alors, c'est pas les mêmes choses, les mêmes points forts qu'on demande, les mêmes qualités dans les deux sports, mais évidemment, il y a beaucoup de similitudes. Toi, il y a une certaine attractivité de ton côté pour le beach handball que tu trouves. Il y a des choses que tu retrouves que tu ne trouves peut-être pas dans le handball classique? Bah, déjà première chose, ce qu'on trouve le plus c'est la rigolade. Hein. Au beach, on rigole plus que en indoor, donc on se fait beaucoup plus plaisir. Même si on se fait plaisir en indoor aussi, mais ouais, il y a ce côté-là, c'est là un peu avec les copains et tout ça. Et c'est différent, donc forcément les deux, franchement, ça me plaît de ouf de faire les deux et de pouvoir, bah, justement de pouvoir faire les deux, c'est cool. Et bien là, tu vas pouvoir aller te reposer. Merci beaucoup à toi, Awen, qu'on retrouvera évidemment tout au long du week-end ici au Club 2024. Merci beaucoup, Awen Follet. Le beach handball continue hein, ici au Club 2024. Magnifique sur ce magnifique terrain, je disais, puisque ce sont les garçons hein, qui vont prendre place, qui ont déjà pris place. Vous les voyez à l'échauffement sur le terrain. Ce sera le dernier match de la journée hein, qui va commencer sur les coups de 19h pour les garçons, de 20h, pardon. Et oui, Je me vois plutôt de 20h pour les garçons de l'équipe de France qui vont affronter